Yo, j'espère que vous allez bien. On parle aujourd'hui dans une petite vidéo, je pense que ce sera pas ultra long, mais d'un manga que j'ai découvert récemment complètement par hasard, qui s'appelle Mère Cosmos, vous le voyez là, qui est de Minoru Sugiyama, qui est édité en France par Uber Édition. Alors Uber Édition, c'est un éditeur dont on n'a jamais parlé et qui est un petit éditeur, hein, qui fait très peu de mangas, qu'on a deux trois au catalogue, mais pas plus. C'est eux notamment qui s'occupent de publier en France les artbooks de Shintaro Kago, dont on avait déjà parlé une fois dans un épisode sur les Roguro. Donc c'est un éditeur que vous connaissez peut-être pour ça. Mercosmos, c'est un manga qui est vraiment passé inaperçu, à tel point, c'est la première fois que ça m'arrive, qu'il n'est pas enregistré sur Manga Collect, l'application qu'on doit être nombreux à utiliser, qui permet de répertorier sa collection de mangas. Il n'est pas dessus, pour dire à quel point il est passé inaperçu. C'est un manga pourtant très intéressant, qui est, on va feuilleter un peu, qui date de 2005 au Japon, et donc en France, alors en fait, je crois que l'édition que j'ai chopée, c'est un nouveau tirage, mais que Uber Edition l'avait déjà sorti. C'est daté de 2024, donc peut-être que je dis n'importe quoi, que c'est une nouveauté pour Uber. En tout cas, c'est sorti récemment. Voilà, moi je l'ai chopé récemment. 2005 au Japon, donc ça a quelques années quand même, mais c'est pas ultra vieux, je le précise, par rapport au style de dessin que vous allez découvrir, qui est un style très inspiré par la BD surréaliste, de science-fiction surréaliste qu'on pouvait voir notamment en France dans les années 60-70, plutôt 70. On en avait un tout petit peu parlé, on l'avait évoqué très rapidement dans ma vidéo sur Gottlieb. Alors Gottlieb faisait pas forcément du surréalisme, mais il en faisait un peu quand même sur la fin. Enfin sur la fin. Notamment dans la rubrique Abrac. C'est un style qui avait été pas mal utilisé en science-fiction, notamment dans tout ce qui est les bandes dessinées de Giro, des choses comme ça. C'est un style qui se démarque par des images, comme vous le voyez là, très chargées, parfois même presque dur à lire. Quand je dis lire, c'est graphiquement. C'est-à-dire, vous voyez des cases comme ça, vous comprenez à peine ce que vous êtes en train de voir, en fait. C'est très très chargé. Ça peut donner une lecture assez fatigante par moment. Fatigante, non pas que l'histoire soit très compliquée, en réalité elle est même plutôt simple, on y viendra après, mais c'est plutôt le style graphique. Hop, il y a un marque-page derrière qui a été offert avec le livre, qui est en train de tomber. C'est plutôt le style graphique, quoi, qui a un truc presque fatigant pour l'œil, où c'est volontairement très chargé, très très détaillé, très pas fouillis, parce qu'en fait c'est de la ligne très précise au contraire, mais qui est super chargé, quoi. Ça donne des images parfois sur lesquelles vous pouvez passer des minutes et des minutes pour comprendre un peu chaque détail. C'est super intéressant comme style graphique. C'est un style graphique auquel on n'a pas forcément l'habitude, que ce soit en manga, mais même en bande dessinée de manière générale. Je précise même en bande dessinée de manière générale parce que c'est un style qu'on a pas mal vu dans la bande dessinée franco-belge, comme je disais, années 70 plutôt, dans le fanzina américain aussi, alors qui est présente au Japon également, mais c'est pas forcément le pays qui le représente le mieux, ce style-là. Donc c'est intéressant de le voir là dans un manga, avec plein d'images, comme vous voyez, d'une espèce de science-fiction qui a ce look un peu rétro-futuriste. C'est très intéressant. C'est pas du tout la science-fiction à laquelle on est habitué dans les mangas, bien qu'il y ait quand même des éléments très manga, très japonais, notamment de l'utilisation de mechas, qui sont très importants dans le récit. Les personnages se battent avec des armures de combat, quoi, des espèces de robots dans lesquels ils se trouvent, vraiment en mode Gundam, voilà. Donc ça, c'est très japonais, c'est presque une invention japonaise, qui a été très utilisée, qui a ensuite été récupérée en Europe ou plutôt en Occident, par des films comme Pacific Rim, des choses comme ça, mais qui reste une spécialité très japonaise. Vous voyez, il y a beaucoup de choses très bizarres, hein, dans ce manga, et c'est un imaginaire complètement débridé qui va se déployer dans Mère Cosmos, qui nous renvoie justement à cette science-fiction-là, surréaliste, années 70, qui était complètement foutraque, très drogué un peu. Ça peut faire penser, tiens, à un manga dont on avait parlé il y a longtemps sur la chaîne. Je vais aller le chercher dans les étagères, je fais une pause. Je disais, ça peut faire penser à ce manga Ultra Heaven dont on avait parlé il y a un bon moment, de Keiichi Koike, qui est un manga en 3 tomes, resté inachevé à jamais, je pense, avec pareil un style de dessin. Alors là, c'était beaucoup dans le découpage. Mère Cosmos est moins expérimental dans le découpage, mais Ultra Heaven avait aussi ce truc de cases
ultra chargé, comme vous voyez là, avec des détails dans tous les sens. Alors là, c'était encore plus, c'était très psychédélique, quoi, Ultra Heaven. D'ailleurs, ça parlait de drogue, hein, c'était un manga principalement là-dessus, mais qui peut avoir des liens avec Mère Cosmos, même si les dessins ressemblent pas tant que ça, mais c'est plus dans l'approche, dans ce truc d'absolument remplir les cases, quoi. Faut vraiment qu'il y ait plus d'espace, et Mère Cosmos a ce truc-là aussi, quoi. Là, on est dans un récit, cela dit, beaucoup plus compréhensible que dans Ultra Heaven, beaucoup plus simple, finalement. On est dans un monde post-apo, où il y a eu une grande catastrophe, on ne sait pas exactement quoi, mais on soupçonne une espèce de guerre nucléaire qui a presque ravagé la Terre et mis fin à la civilisation. Et on va suivre une bande de quelques aventuriers qui en fait explorent les vieilles ruines, un peu à la recherche de reliques, de choses comme ça, et à la recherche d'une espèce de vieux mythe qui s'appelle Mère Cosmos, qui serait un endroit qui donnerait des pouvoirs incroyables et la connaissance de tout le passé de cette civilisation. Et ils vont trouver très rapidement dans un trou, dans une ville en ruine, ville en ruine qui n'est plus peuplée que de robots géants, justement. Ils vont trouver ce qu'ils pensent être Mère Cosmos, à savoir cette jeune fille, nue, enfermée dans une espèce de cocon mécanique, avec encore une fois plein de détails, hein, je vous laisse regarder un petit peu la case, et qui va dire être Mère Cosmos et qu'il faut la protéger. Et elle va être amenée petit à petit, ça va leur faire vivre une aventure. Ils sont poursuivis évidemment, comme toujours dans ce genre de récit, par une espèce d'empire du mal qui lui aussi cherche Mère Cosmos pour les mauvaises raisons. Et voilà, et donc ça va se poursuivre, ça va se faire de la cavalcade dans le désert, ça va se battre à bord de mechas, parce que les aventuriers eux-mêmes ont leur mecha et les guerriers de l'Empire ont leur mecha également. J'essaie de vous trouver les mechas, mais c'est tellement... le détail des mechas est tellement justement détaillé que ça devient dur presque de suivre les combats. Il y a des vrais combats de mechas, hein, il y a des vraies scènes d'action. Vous voyez quelques exemples là, c'est pas vraiment des mechas ça. Évidemment, je galère à trouver la moindre page. Là, vous voyez un peu le mecha du héros. Qui a un genre d'épée et qui se bat. J'essaye de trouver, je ne trouve rien, alors qu'il y a vraiment beaucoup de scènes avec ces mechas. Là, j'en ai vu. Là, voilà. Et vous voyez, le détail, là, c'est le mecha du méchant, d'un guerrier de l'Empire. Le détail est tellement chargé qu'en fait, ça rend la lecture de comment fonctionne le mecha, à quoi il ressemble réellement, presque difficile à comprendre. Alors que pourtant, il y a plein d'images où on les voit, mais en fait, c'est vraiment une illustration, justement en illustration, de cette idée que plus vous détaillez quelque chose, il y a un seuil critique en fait du niveau de détail quand vous représentez quelque chose, où au-delà d'un certain seuil, paradoxalement, ça en devient plus dur à comprendre. C'est assez bizarre, mais là, c'est Mère Cosmos, c'est une très bonne illustration de ça. Ce qui rend le truc très intéressant, parce que c'est une démarche volontaire hein, de la part de l'auteur. Je pense pas que ce soit une erreur. Je pense qu'il a vraiment envie de s'inscrire dans ce truc-là, dans cette tradition-là. Mais ça rend le récit fatigant à lire d'un point de vue graphique. C'est un tome unique. Hein, je l'ai pas dit, Mère Cosmos, qui qui doit faire 250-300 pages max, mais que j'ai lu en plusieurs fois. J'ai pas réussi à le lire en une fois parce qu'il y a un truc, c'est trop épuisant quoi d'analyser les cases à chaque fois. Elles sont vraiment d'un niveau de détail assez rare quoi. Mais qui les rend intéressantes. Il faut juste savoir dans quoi on met les pieds. Comme je disais, le scénario lui est relativement simple. C'est une histoire de poursuite finalement dans un monde post-apo avec un côté relique légendaire à trouver et petite fille à protéger, enfin petite fille, jeune femme à protéger avec cette fille qui trouve. Donc on est sur un schéma très très classique dans le manga d'aventure post-apo. On peut penser à des trucs de quoi on a parlé récemment, Sandland par exemple, ou plusieurs mangas de Tsutomu Nihei, des choses comme ça. Voilà, ça s'inscrit dans ce genre de récit avec une touche très personnelle, mais on est sur un canevas qu'on reconnaît parfaitement. Donc j'ai trouvé ce manga très intéressant. Je vais faire une dernière partie où je vais spoiler la fin. Donc je vous annoncerai quand je serai exactement dans le spoil, mais je vous le dirai si vous voulez pas avoir si vous voulez pas avoir le spoil. Du mal à parler ce matin. Filme-moi un peu Ronnie. Tu viens Ronnie? Tu viens pas? Je crois qu'il va sauter sur la table.
En tout cas, c'est un manga que je vous conseille, qui sort des sentiers battus. On va parler bientôt d'un autre manga qui sort encore plus des sentiers battus, mais là on est sur un manga qui par son aspect graphique, plus que par son contenu, encore une fois, son contenu scénaristique, par son aspect graphique, est vraiment à part, et il ne ressemble pas vraiment à ce à quoi on est habitué, nous lecteurs de manga, avec les shonen, les seinen. Là on est sur quelque chose d'autre, que je qualifierais pas d'expérimental, j'irai pas jusque là, parce que encore une fois le scénario est finalement relativement classique, mais graphiquement on sort de notre zone de confort, quoi. C'est pas le manga classique, même si on retrouve quelques éléments, que ce soit dans le design des persos finalement, et dans l'utilisation des mechas, quoi, qui est quand même un élément constitutif du manga de science-fiction japonais. C'est très important, c'est un truc, c'est une grande tradition, quoi. Donc voilà, il y a quelques pages bonus à la fin ou présentation des personnages, voilà, et un mot de la fin d'un animateur qui avait collaboré avec l'auteur, avec Minoru Sugiyama. Voilà, qui parle un petit peu du travail de l'auteur. C'est un manga, encore une fois, que je vous conseille. Allez le choper si vous le trouvez en librairie, ce qui est peut-être pas si facile. Sinon, moi, je l'ai chopé sur le site de Uber Édition. Il est quand même dans certaines librairies. Je sais que MCBD à Paris l'a, par exemple. Voilà, donc vous pouvez le trouver. Je vous préviens que je rajoute 2 minutes de spoil à partir de maintenant. Je vous souhaite à tous ceux qui quittent maintenant une bonne semaine et d'aller bien et de prendre soin de vous. Vous connaissez le mot de la fin. Ciao, et pour ceux qui restent, on commence le spoil dans 1, 2, 3, on spoil. Ciao Ronnie. Mercosmos, donc, je vous ai parlé de l'histoire. Il se trouve qu'à la fin, dans les 50 dernières pages, quelque chose comme ça, c'est une fin, ouais, quand même, il y a encore un petit peu. Vous voyez, tout ça va être le spoil. Donc, c'est pas la toute fin. Le personnage principal trouve Mercosmos, qui est plus un lieu qu'une personne en réalité, mais c'est la fille qui protégeait et en fait la clé de ce lieu. C'est un lieu qui se trouve dans le désert, qui se trouve dans cet énorme truc qu'on a vu tout à l'heure, dans cette énorme structure qui sort du sol, et qui se trouve être une ville à l'intérieur. Et cette ville, c'est Tokyo. C'est-à-dire, c'est un Tokyo réaliste. Jusque-là, on avait évolué dans un monde de science-fiction post-apo, voilà, pas du tout à volonté réaliste. Il y avait des mutants, des choses comme ça, des mechas dans tous les sens. Là, on est à Tokyo. Vous voyez des gens en costume qui marchent dans la rue. Alors, il y a des immeubles, il y a des trucs comme ça. Et et donc, je vais pas vous spoiler je vais pas vous spoiler jusqu'au bout pourquoi on se retrouve dans Tokyo, pourquoi d'un coup on se retrouve dans un endroit réaliste. C'est expliqué dans le récit. Mais c'est un mécanisme, moi, que j'aime beaucoup. Ce mécanisme qui est l'éruption du réel dans l'irréel. C'est-à-dire que le fantastique, littérairement parlant, c'est un genre qui fonctionne à l'envers. C'est à l'envers de ce que je viens de dire. C'est-à-dire c'est l'éruption du surnaturel dans un contexte réaliste. N'importe quel roman de Stephen King, ou presque n'importe quel, c'est ça. C'est-à-dire vous avez une situation réaliste de gens normaux de notre monde à nous, et il va leur arriver un truc impossible, surnaturel, paranormal, et c'est ça le fantastique. Et là, c'est un cas plus rare, qu'on a déjà vu, mais qui est quand même assez rare, de l'éruption du réel dans un monde fantastique. Et c'est un truc qui, je trouve, est ultra efficace, peut-être du fait que c'est très rare, justement, que ça marche bien, c'est pas encore devenu cliché, et qui met toujours très mal à l'aise. Je trouve que quand vous essayez de faire une conclusion étonnante, mais il faut que ce soit justifié, il faut que ce soit bien fait, à un récit de science-fiction, de fantasy, de quelque chose comme ça, le revenir au monde réel, ça rend vraiment un effet très très bizarre. Le seul autre exemple qui me vient comme ça en tête vient d'un jeu vidéo qui s'appelle Drakengard. Je sais pas si c'est connu, si vous le connaissez. C'est un jeu qui a pas beaucoup marché et qui est pas forcément très très connu des gens, mais qui a un statut un petit peu culte. Donc peut-être que parmi vous certains le connaissent. C'est un jeu qui a donné naissance par la suite à toute la série un peu plus connue aujourd'hui des jeux Nier Automata avec le robot qui a les yeux bandés. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et Drakengard, c'est un jeu de fantasy un peu post-apo où pendant la majeure partie du jeu, vous évoluez dans un monde imaginaire. C'est un jeu qui a de nombreux défauts, qui a de nombreuses qualités plutôt scénaristiques, mais de nombreux défauts en tant que jeu. Et à la fin,
La conclusion du jeu se passe dans notre monde. D'un seul coup, il y a une espèce de passage temporel, on se retrouve dans notre monde, et c'est un mécanisme qui a été pas mal repris justement dans les jeux Nier par la suite, où il y a un mélange, très souvent, c'est un ressort narratif qu'aime bien le créateur de ces jeux-là, qui est de faire fusionner au bout d'un moment ce monde imaginaire, qui est souvent un monde complètement, complètement de fantasy, de science-fiction, avec notre quotidien normal. Et plus le quotidien est normal, plus on voit les vrais immeubles de Tokyo, des gens en costume qui se rendent au travail dans les rues, tout ça, plus ça paraît ultra bizarre qu'un élément de fantastique débarque là-dedans, quoi. Et c'est un mécanisme narratif, moi, qui m'intéresse beaucoup, que j'avais utilisé une fois dans un roman, mais un roman qui n'avait pas été publié. Donc peut-être qu'un jour je tenterai de le publier, mais qui en tout cas m'intéresse beaucoup. Et si vous avez des exemples, ceux qui sont là à la partie spoil, si vous avez des exemples d'œuvres qui font ça, qui font qu'il y a une irruption du réel dans l'irréel, et pas le contraire, j'insiste, je suis très intéressé. J'ai très envie de découvrir d'autres œuvres qui utilisent ce mécanisme-là. Voilà. J'espère que je vous ai donné envie pour Mercosmos, d'être un peu curieux. Voilà, c'est un manga qui nécessite de sortir de sa zone de confort, comme je disais. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un manga. Dans mes vidéos, je dis souvent roman à la place de manga. Je suis désolé. Pour un manga qui sera beaucoup plus classique, mais par contre, je l'annonçais un peu plus tôt, on va se refaire un manga encore plus expérimental que Mercosmos bientôt. Je vous dis à bientôt. Je vous dis de prendre soin de vous une nouvelle fois et à la semaine prochaine. Salut!